Bien que Faustine Bollert soit toujours en vie et en pleine forme, à 46 ans, si l'on imaginait une fin tragique pour son parcours, une fin tragique pour sa famille, ce seraient des funérailles déchirantes, où le souvenir de son sourire chaleureux se mêlerait à un regret profond. Imaginez un après-midi maussade au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où les arbres centenaires murmurent leurs condoléances sous une fine bruine. Sa famille, sa mère, Marion Bollaert, son père, Jean-Marie Faradji, ses 2 enfants, Abby et Peter, et son ex-mari, Maxime Chatham, se sont rassemblés autour du cercueil blanc où Faustine reposait paisiblement, son visage conservant la douce expression familière de l'écran. L'atmosphère était pesante. Les sanglots d'Abby, 12 ans, résonnaient comme une chanson triste, tandis que Peter, 10 ans, serrait fermement la main de sa mère, les yeux rougis par l'incrédulité que la femme qui lui avait raconté tant d'histoires touchantes à la télévision ne soit plus qu'un souvenir. Marion, la forte Bretonne, se tenait silencieusement près de la tombe, tenant un bouquet de lys blanc, la fleur préférée de Faustine, des larmes coulant sur ses joues, se souvenant des après-midi où mère et fille étaient assises au bord de la Seine, où Faustine partageait son rêve de devenir journaliste depuis son enfance. Jean-Marie, le père italien au doux sourire, baissait maintenant la tête, serrant un mouchoir, se souvenant de sa petite fille, courant dans leur jardin de la banlieue parisienne, rêvant d'un avenir radieux. Maxime Chatham, son mari contre vent et marée, se tenait un peu plus loin, le regard lointain, tourmenté par leur récent divorce, une décision qu'il pensait leur apporter la liberté, mais qui ne laissait désormais qu'un vaste vide. Les funérailles ne furent pas une fastueuse cérémonie hollywoodienne. C'était simple, intime, à l'image du style de Faustine. Une petite église du 7e arrondissement, où elle avait assisté aux messes de Noël familiales, avec les chants de Noël, de la chorale locale à plein volume, et des fans devant le portail, des photos de ces spectacles à la main, murmurant des prières. Des collègues de France 2 étaient réunis, des producteurs de « Ça commence aujourd'hui », aux invités qui avaient pleuré sur son canapé, femmes maltraitées, pères ayant perdu leurs enfants, couples brisés, venus rendre hommage à celles qui les avaient écoutés sans jugement. Un éloge funèbre du célèbre animateur Laurent Ruquier retentit, la voix tremblante. Faustine était plus qu'une simple présentatrice. Elle était l'amie de millions de cœurs français, qui a ouvert des portes secrètes pour guérir les blessures. Le chagrin de la famille fut amplifié par les dernières images de sa vie. Un extrait de La boîte à secrets, où Faustine sourit, ouvre une vieille boîte en bois remplie des secrets des invités et déclare « Chaque douleur a sa façon de guérir si on ose la partager ». Aujourd'hui, ce cercueil repose sur sa tombe, symbole de son héritage. Des millions d'histoires racontées, des millions de larmes essuyées. Ce fut une immense tristesse, des funérailles déchirantes, non seulement pour la perte d'un talent, mais aussi pour la perte d'une femme qui a passé sa vie à apaiser la douleur des autres. Les jours qui ont suivi les funérailles, sa famille s'est réunie dans la petite maison de Clermont-Ferrand, que Faustine aimait pour sa tranquillité rurale, feuilletant des albums photos. D'une photo de Faustine, jeune souriant, avec son grand-père, le pilote André Faradji, à des photos plus récentes d'Abby et Peter dans un champ de lavande. Marion a raconté que sa fille pleurait en silence sous la pression du travail. Jean-Marie s'est souvenu des soirées où il lui avait appris à jouer de la guitare italienne. Maxime a raconté les longues nuits passées à écrire des lettres manuscrites après le divorce
pour préserver la paix et le bien de leurs enfants. Cette douleur ne s'est pas atténuée avec le temps. Elle est devenue partie intégrante de l'héritage, rappelant que Faustine était partie, mais qu'elle avait laissé un monde meilleur à travers les histoires qu'elle racontait. Des millions de fans, des ménagères provençales aux étudiants lyonnais, ont envoyé des fleurs et des lettres manuscrites à France 2, transformant les funérailles en une fête nationale du souvenir. Ces émissions sont diffusées en boucle, chaque épisode rappelant le pouvoir de l'empathie. Mais pour la famille, ce sont les scènes d'enterrement de la vie des personnages, ces moments où ils voient leurs proches disparaître, laissant un vide incommensurable. Une immense tristesse, des funérailles déchirantes, où le rire de Faustine résonne encore dans leurs souvenirs, comme une chanson triste qui ne finit jamais. Environ 850 mots pour cette section, je vais progressivement développer pour atteindre le total. La plus grande tristesse de la vie de Faustine Bollaert ne résidait pas dans les échecs professionnels ni dans les scandales passagers, mais dans un chagrin d'enfance. La mort brutale de son premier amour dans un accident de moto, une perte qui a profondément marqué son âme et façonné son approche de la douleur des autres à la télévision. C'est une autre histoire qu'elle a racontée dans l'émission « Ça ne sortira pas d'ici » de Michel Simès, la voix tremblante. J'ai perdu mon petit amoureux dans un accident de moto à 18 ans. Ce fut ma première douleur, et elle m'a appris que la vie peut basculer en un clin d'œil. Imaginez Faustine, une jeune Parisienne rêveuse de 18 ans, les longs cheveux bruns, ondulants dans la brise printanière, follement amoureuse de son voisin, un étudiant en art au sourire radieux et au regard profond. Ils se sont rencontrés dans un petit café près de l'ISCPA où Faustine étudiait le journalisme. Leur amour s'est épanoui au fil de promenades le long de la Seine, de baisers volés sous le pont des Arts, et de rêves d'un avenir commun où elle serait une journaliste célèbre, lui un peintre talentueux. Mais un soir pluvieux d'octobre 1997, le garçon enfourcha sa moto pour rentrer chez lui après un rendez-vous. Les rues parisiennes étaient glissantes sous les feuilles mortes, et un dérapage mit fin à tout. Faustine reçut un appel de l'hôpital à minuit. La voix glaciale du médecin annonça « Nous avons fait de notre mieux, mais il n'a pas survécu. » Elle se précipita dans la rue, enfila son manteau à la hâte, les larmes mêlées cessées à la pluie, et découvrit à son arrivée le corps de son amant, immobile sous un drap blanc, le visage encore souriant de l'après-midi. Cette douleur était comme un couteau qui transperçait sa jeunesse. Les jours suivants, Faustine s'enferma dans sa chambre, refusant de manger, assise près de la fenêtre, donnant sur la rue où il s'était tenu la main. La mère de Marion, une femme forte d'origine bretonne, la serrait contre elle et lui racontait des histoires sur son grand-père pilote, André Faradji, décédé dans un accident d'avion pendant la guerre. « Cette douleur ne disparaîtra pas, ma chère, » lui dit-elle, « mais elle t'apprendra à aimer plus profondément. » Jean-Marie, avec ses chaleureux héritages italiens, lui apporta des pâtes maison et de la musique classique, essayant de la tirer de l'obscurité. Mais si la tristesse ne s'estompa pas facilement, elle la suivit jusque dans son sommeil, se transformant en cauchemar, où elle entendit le bruit des moteurs de moto et se réveilla le cœur brisé. Des amis de l'école de journalisme organisèrent des rassemblements, mais Faustine resta assise là, le regard vide, à penser à leurs projets d'avenir. Un petit mariage en Provence, des enfants au prénom baudelairien,
Ce départ soudain fut plus que la simple perte d'un amant. C'était la perte de l'innocence de la jeunesse, la perte de la foi en la permanence du bonheur. Faustine commença à tenir un journal intime, des pages remplies de questions philosophiques. Pourquoi la vie est-elle si cruelle? Comment continuer quand on a le cœur brisé? C'est alors qu'elle a compris le pouvoir du partage. Les conversations avec ses amis sont devenues une thérapie, et peu à peu, elle a repris ses études, utilisant cette douleur comme motivation pour approfondir ses études de journalisme, se concentrant sur les histoires de perte et de guérison. Cette profonde tristesse l'a suivie tout au long de sa carrière. Dans Ça commence, aujourd'hui, chaque fois qu'un invité évoquait la mort d'un être cher, Faustine non seulement l'écoutait, mais pleurait avec lui, car elle comprenait, au plus profond d'elle-même, ce que l'on ressent lorsqu'on est déchiré par le destin. Elle a déclaré un jour dans une interview à Paris, Match. Le perdre m'a appris que la plus grande douleur n'est pas la mort, mais le vide qu'elle laisse, un vide qu'il faut apprendre à combler avec les histoires des autres. Avec ses 2 enfants, Abby et Peter, elle est devenue plus protectrice que jamais, leur apprenant à chérir chaque instant, car elle savait que la vie pouvait basculer d'un seul coup. Cette tristesse, près de 30 ans plus tard, est toujours une flamme brûlante, rappelant à Faustine que derrière le sourire à la télévision se cache un cœur autrefois brisé. Cela ne l'a pas affaiblie. Au contraire, cela la rendait forte, la transformant en une grande auditrice, capable d'accueillir la douleur de millions de téléspectateurs à travers l'écran. Mais au fond d'elle-même, tard le soir, seule dans la maison de Clermont-Ferrand, lorsque le vent d'automne soufflait à travers la fenêtre, Faustine murmurait encore son nom, un murmure de son premier amour et de la plus grande tristesse de sa vie. Environ 750 mots à compléter. L'incident qui a changé la vie de Faustine Bollert a eu lieu en 2002, lorsqu'elle a été découverte en train de se faufiler dans Loft Story 2 en tant que journaliste infiltrée pour Télé 7 jours. Une décision audacieuse prise à 23 ans qui l'a transformée, passant du statut de journaliste en herbe à celui de figure controversée, forcée d'affronter son premier échec public et d'apprendre à renaître de ses cendres. Imaginez Faustine, une diplômée de l'ISCPA pleine d'entrain, désireuse de faire ses preuves dans le monde médiatique impitoyable du Paris du début des années 2000. On lui a confié une mission secrète, infiltrer les candidats de Loft Story 2, la version française de Big Brother, afin de rédiger un reportage pour le magazine Télé 7 jours, sous un faux nom, maquillé et avec une histoire inventée de toutes pièces, celle d'une jeune fille de petite ville en quête d'une petite chance à la télévision. Faustine est entrée dans la maison de verre transparente de la banlieue parisienne, où les caméras tournaient 24h/24 et 7 jours sur 7, et où les candidats vivaient dans une cage de verre de célébrités virtuelles. Au début, elle connut le succès. Elle enregistra des conversations chuchotées sur les éliminations, les moments de vulnérabilité des candidates sous la pression de la caméra, des baisers volés et des disputes houleuses, autant d'atouts pour ses reportages. Son cœur battait que la chamade à chaque panoramique, mais la sagesse de ses cours de journalisme l'aida à se fondre dans la masse, riant avec les autres filles de son rêve de devenir mannequin, discutant avec les garçons de la politique française sous Chirac. Elle se lia même d'amitié avec une candidate nommée Julie, partageant des nuits blanches à parler d'amour de jeunesse,
ignorant que ces confessions deviendraient l'inspiration de sa future carrière d'écoute des autres. Mais la troisième semaine, le drame survint. Une candidate méfiante vérifia ses bagages et trouva son carnet rempli de notes sur les stratégies d'élimination et la pression psychologique de la production. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La candidate entra dans une rage folle, la traitant de traîtresse, de espionne de la presse, et la production de l'émission intervint, l'expulsant de la maison dans une humiliation publique en direct à la télévision. Des millions de téléspectateurs ont regardé Faustine, le visage rouge de colère, être conduite hors de la serre, son micro toujours suspendu à son col, sous les huées des candidats. La presse française a explosé. Le Monde a qualifié l'incident de manquement éthique du journalisme de divertissement. Le Parisien a publié sa photo avec le titre « Une journaliste infiltrée démasquée ». Faustine est retournée dans son petit appartement du 15e arrondissement de Paris, a verrouillé la porte, éteint son téléphone et était restée blottie dans son lit pendant 3 jours, pleurant de honte à chaudes larmes, non seulement pour cet échec, mais aussi pour avoir trahi la confiance des personnes qu'elle s'était fait de vrais amis chez elle. La mère de Marion l'appelait sans cesse, lui conseillant « Ma fille, l'échec est la première leçon d'un vrai journaliste. Utilise-le pour te fortifier. » Le père Jean-Marie lui a envoyé une bouteille de vin italien avec un mot. « Bois-le, puis écris-le, c'est comme ça qu'on s'en sort. » Son frère, un ingénieur discret, est venu de Lyon pour la serrer dans ses bras, lui rappelant les fois où, enfant, elle était tombée de vélo et s'était relevée en riant. Cet incident a complètement transformé Faustine. Il lui a appris une leçon d'éthique journalistique sur la frontière entre